Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du club Le Figaro International. À la fin de la semaine doit se tenir en Suisse une grande conférence internationale sur la paix en Ukraine, à la demande de Kiev, avec une centaine de participants, mais sans la Russie et sans la Chine. Alors est-ce le signal que l'heure de la diplomatie approche ? Est-il encore temps d'aider militairement les Ukrainiens à renverser la vapeur ? Les Occidentaux sont-ils prêts à l'escalade dont Vladimir Poutine les menace? Nous en parlons tout de suite avec mes invités. Maxime Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate et professeur de relations internationales à l'ECP Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, notamment sur la politique étrangère de la France, de l'Europe et des États-Unis. Le jeu du droit et de la puissance, qui en est à sa 6e édition parue en 2022, est devenu un classique. Et vous avez signé en mars de l'année dernière un article instructif qui n'a pas perdu de sa pertinence dans The Conversation, qui s'intitulait « Que peut la diplomatie pour arrêter la guerre en Ukraine ?» Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, après avoir été grand reporter dans les Balkans et l'ex-URSS et correspondante à Moscou. Vous avez signé de nombreux livres, dont les 2 derniers, Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système en 2022 et Macron-Poutine, les liaisons dangereuses aux éditions de l'Observatoire en 2023. Patrick Saint-Paul, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, Berlin et Pékin. Après, vous aussi, des années de grands reportages. Et puis, vous avez fait plusieurs tours en Ukraine depuis le début de la guerre, en février 2022. Cyril Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro. Vous aussi, ancien correspondant à Jérusalem. Et vous revenez tout juste de plusieurs semaines sur les fronts en Ukraine, un pays où ça n'était pas votre premier tour de piste. Alors justement, on va commencer avec la situation sur le terrain. Quelles impressions rapportez-vous de votre voyage, Cyril, en Ukraine ? J'étais pas retourné en Ukraine depuis plusieurs mois et j'ai été frappé par un contraste assez saisissant entre, malgré l'épreuve, l'esprit d'enthousiasme, d'énergie qui régnait lors de ma dernière visite et la fatigue qui s'installe, la prise de conscience que l'Ukraine manque non seulement d'armes, on l'a beaucoup dit, mais aussi d'hommes pour tenir une très très longue ligne de front et de la région de Kharkiv où les Russes ont engagé ces dernières semaines une nouvelle offensive au Donbass qui reste le cœur des efforts russes. On voit l'armée ukrainienne reculer. Alors petit à petit, les lignes ne s'effondrent pas, mais c'est une armée qui souffre, qui est consciente d'avoir besoin de renforts. Or, l'effort de mobilisation engagé par l'administration du président Zelensky tarde à livrer ses fruits. Et donc, on peut dire que l'ambiance s'est vraiment dégradée. Et c'est un pays inquiet et grave dont je reviens. Patrick Saint-Paul, vous étiez là-bas au début de l'année. Oui, c'était le même sentiment déjà ou moins net ? Je pense que c'était moins prononcé qu'aujourd'hui, mais c'est là un sentiment qui commençait à s'installer. Mais je pense que Cyril y reviendra. Moi, il n'y avait pas encore ce sentiment de démission qui a l'air de s'installer maintenant. Démission, on restait combatif et on y croyait encore, à condition que les armes arrivent à temps. Et là, on a l'impression que ça devient une sorte de défaitisme qui s'installe dans les têtes. Vous pensez que les combattants ukrainiens sur les lignes de front sont à 2 doigts de baisser les bras? C'est l'impression que vous avez eue? Non, je n'irai pas jusque-là. Ils tiennent les lignes, ils sont conscients de l'importance de leur effort. Mais ils sont amers parce qu'ils ont bien vu que pendant des mois, ils se sont retrouvés sevrés d'armes occidentales, que les stocks d'armes soviétiques sur lesquels ils se sont battus pendant la première année et demie ou les 2 premières années de la guerre s'épuisent. Et donc ils ont le sentiment, d'être abandonnés ou d'être les victimes collatérales de jeux politiques auxquels ils n'ont rien à voir. Et puis par ailleurs, plus largement dans le pays,
s'installe l'idée qu'il n'y aurait peut-être pas d'autre solution, à supposer que ce soit possible, que de se diriger petit à petit vers un cessez-le-feu, si possible de longue durée, qui permettrait à l'Ukraine de conforter son armée, de conforter ses positions. Ça supposerait évidemment que la Russie soit prête à un tel cessez-le-feu. On va venir sur ce point, bien sûr, mais est-ce qu'il est encore temps, on voit côté occidental, les dirigeants français, par exemple Isabelle Lasserre, Emmanuel Macron la semaine dernière, qui promet des mirages, qui n'exclut pas, qui promet de former une brigade de 4 à 5 000 hommes, qui n'exclut pas l'usage des armes occidentales derrière les lignes de front jusqu'en Russie. Donc il y a quand même une espèce de montée en puissance, montée en gamme, au moins théorique, de l'aide occidentale. Est-ce qu'il faut voir un contraste? Est-ce que ça arrive trop tard? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, depuis le début, toutes les armes qui ont été fournies à l'Ukraine l'ont été de manière tardive. Donc on a fourni trop peu à l'Ukraine et trop tard pour lui permettre de faire la différence au début. Ce gap en termes d'équipement militaire est très difficilement rattrapable. Ensuite, il y a une différence entre les promesses verbales et la manière dont elles s'appliquent sur le terrain. Je donne juste un exemple, on le cite toujours, mais la promesse de livrer par l'Union européenne 1 million d'obus à l'Ukraine au mois de mars, et finalement, seuls à peu près 300 000 ou 350 000 obus avaient été, et munitions avaient été livrés. Donc on promet beaucoup, on met très longtemps à concrétiser les promesses, et on ne livre pas assez. Et il faut voir aussi que s'il y a 8 mois, ça pouvait faire quand même relativement la différence. Depuis, la Russie a consolidé en fait ses alliances militaires avec l'Iran, avec la Chine et avec la Corée du Nord. Et elle aussi, sa propre économie de guerre aussi. Donc, comment ? Et sa propre économie de guerre. Et sa propre économie fonctionne, de guerre. C'est mis en place. Et donc il y a une compensation assez rapide du côté russe. Ce qui est certain, ce qui va faire la différence, en fait, c'est les armes américaines qui ont été débloquées il y a 3 semaines par Joe Biden. Donc là, c'est vrai que ça va faire un gros paquet ça devrait permettre aux Ukrainiens de tenir, en tout cas, jusqu'aux élections, en théorie. Maxime Lefebvre, votre regard de diplomate sur cette espèce de décalage, les Occidentaux aident mais toujours en retard, les Ukrainiens ont de plus en plus de mal à tenir. On a eu tout faux dès le début ou... On a quand même énormément aidé l'Ukraine. Si vous regardez la totalité des montants, on est à 200 milliards d'euros, à la fois de l'aide économique, de l'aide militaire. Les Européens ont fait autant que les Américains. Donc il y a quand même une aide considérable qui a été apportée. Et sans doute que sans cette aide, et sans tout ce qui va avec aussi, le renseignement, etc., les Ukrainiens n'auraient jamais pu tenir, et même à un moment donné, en 2023, faire une contre-offensive. Donc il y a quand même une aide très forte qui est là. Après, il y a des hésitations occidentales, alors qui sont liées à différentes raisons. Par exemple, sur les États-Unis, il y avait tout ce paquet d'aides qui était bloqué au Congrès pendant plusieurs mois parce que les Républicains, pour des raisons de politique intérieure, ne voulaient pas faire ce cadeau à Biden. Donc il a fallu beaucoup de négociations pour qu'on y arrive. Et puis après, il y a aussi des hésitations à franchir certains caps. C'est-à-dire au départ, on a dit on ne va pas fournir de chars, puis ensuite on a dit on ne va pas... On fournissait que des casques et des sacs de couchage. Oui, alors peut-être un peu plus que des casques, mais disons qu'en tout cas, on a... C'était les Allemands au départ. Ouais. Mais c'est vrai que petit à petit, on a passé des paliers. Les missiles, on s'est dit, il ne faut pas que ça frappe le sol russe, parce qu'on ne veut pas non plus être dans l'escalade. Il y a quand même toujours cette ligne rouge, on ne veut pas être dans l'escalade avec la Russie. Donc, on a un peu joué avec ces lignes, et aujourd'hui, effectivement, on en est à livrer des avions, des missiles, mais pas tous les missiles. Enfin, par exemple, à les livrer, à les promettre, du moins, parce que... Oui, alors après, il faut quand du même temps. de longs mois, là, encore. Tout à fait. Il faut livrer, il faut produire, il faut former aussi les soldats ukrainiens. Donc c'est vrai que tout ça prend du temps. Moi, j'ai quand même l'impression que globalement, dans la situation du front, on a un peu un équilibre entre les forces en place. La question est posée. Est-ce qu'il faut craindre un effondrement, une percée du front ici ou là, Patrick Saint-Paul? Cyril le dit. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas construit de ligne défensive qui tiennent suffisamment bien. C'est-à-dire que là, il y a eu des replis par exemple au nord de Kharkiv sur la 3e ligne défensive, parce que la première et la seconde n'avaient pas été consolidées. Ouais. Et donc ils ont cru après leur contre-offensive de l'automne 2022,
c'était à ce moment-là qu'il fallait construire les lignes défensives. On ne sait pas pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, en fait. Ils voulaient se concentrer sur l'effort de guerre, déployer des soldats sur le front et pas les mettre à creuser des tranchées. Il n'était question que d'offensive ukrainienne, Oui. et non pas de posture défensive. Et ils ont été encouragés, d'une certaine manière, oui, c'était une erreur. Il fallait faire les deux. En réalité, on s'en rend compte aujourd'hui qu'ils ont cru que c'était acquis dans la région de Kherson, Kharkiv, etc., leur position. On voit bien que quand les Russes contre-attaquent, ils peuvent avancer. Il y a eu là aussi une sous-estimation de l'adversaire. Et le regard que vous portez, il y a un risque réel de percée, d'effondrement du front, peut-être pas sur toute sa longueur, mais de part en part. Cyril Louis ? C'est difficile à dire parce que tant que le front tient... oui, mais il tient de moins en moins. Bien, tous les jours, il y a des bourgades qui tombent aux mains des Russes. Alors, il y a des villages qui... Les Ukrainiens reculent, mais pour l'instant, ils reculent en bon ordre. Et la progression russe est... ça n'est peut-être pas non plus la stratégie russe que de faire une percée... Ce qui est vrai, c'est qu'on voit... je pense que s'ils pouvaient, ils le feraient bien volontiers. Oui. On pense que le but réel de l'offensive de Kharkiv n'est pas tant d'essayer de reprendre cette ville qui est une très grande ville, c'est la deuxième ville d'Ukraine, et tout laisse à penser que le dispositif russe n'est pas dimensionné pour prendre ou assiéger Kharkiv. En revanche, ça a contraint les Ukrainiens à repositionner un certain nombre de brigades qui défendaient le territoire du Donbass vers la région de Kharkiv. Et donc, on peut imaginer que les lignes ukrainiennes dans le Donbass, qui restent en principe le cœur et l'objectif principal de l'offensive russe, que ces lignes sont sans doute plus fragiles et plus vulnérables qu'elles ne l'étaient. Et donc, il n'est sans doute pas possible d'exclure complètement un effondrement à un moment et une percée sur un axe par les Russes. Pour l'instant, j'en vois pas le signe. D'accord. Est-ce que ça fait du sens au moment où la situation militaire est fragile, comme on vient de le décrire, que les Européens, les Occidentaux, s'engagent de plus en plus, prennent de plus en plus de risques, Isabelle Lasserre? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est le bon moment? Précisément au moment où l'armée que l'on veut aider est particulièrement dans une situation précaire ou de faiblesse, de monter en gamme notre soutien? C'est sûr qu'il aurait mieux fallu le monter en gamme au début de la guerre, parce qu'elle serait sans doute déjà terminée. Est-ce que ce n'est pas trop dangereux de le faire maintenant, ou est-ce que certains pourraient être découragés de le faire? C'est-à-dire qu'on aurait dû le faire au début, mais en fait on le fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas le choix. À partir du moment où l'Occident a promis à l'Ukraine, s'est engagé quasiment solennellement d'aider l'Ukraine jusqu'à la reconquête des territoires ou jusqu'à la fin de la guerre, par tous les moyens nécessaires quasiment, on est bien aujourd'hui obligé de suivre en augmentant le volume d'armes livrées. Sinon, la parole occidentale n'a plus de vigueur, enfin n'a plus raison d'être. Et puis, sinon, l'ordre international qui est déjà en train de se déconstruire va subir une accélération de sa déconstruction assez rapide. La question est la suivante, et ça, pour l'instant, personne n'est capable d'y répondre. Est-ce que c'est trop tard ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ce réveil quand même qu'on voit de la défense européenne arrivera à temps pour sauver les Ukrainiens? Personne n'a de réponse aujourd'hui, mais ce que je remarque, c'est que tout continue à se faire à reculons. C'est-à-dire que même quand on dit les États-Unis ont enfin autorisé les Ukrainiens à frapper les installations militaires russes sur le sol russe. Ce qui d'ailleurs était une aberration de ne pas les laisser faire ça. C'est-à-dire que les Russes frappent depuis le sol russe, l'Occident dit aider les Ukrainiens, mais les empêche de tirer sur les installations russes. C'est quand même encore assorti de ce qu'on appelle des caveats, c'est-à-dire des restrictions militaires. Pour l'instant, les États-Unis n'ont autorisé les Ukrainiens à ne se servir de leurs armes sur le territoire russe que pour défendre Kharkiv. Ils n'ont pas le droit d'aller au-delà. C'est-à-dire que, en fait, tous les feux verts sont en fait emprisonnés dans des hésitations qu'on peut comprendre par ailleurs, dans des hésitations occidentales. Et sur le fond, les hésitations qu'on trouve à Berlin, à Paris et à Washington sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a en face une puissance
nucléaire avec un président russe qui menace d'utiliser l'arme nucléaire régulièrement. Et ça a un effet tétanisant sur les puissances occidentales. Et à chaque fois, ça provoque une paralysie de la volonté politique. Et après, on débloque, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien, parce que Vladimir Poutine, in fine, veut surtout protéger son pouvoir et sa vie, mais ça anesthésie en fait l'énergie aidante à l'Ukraine. Maxime Lefebvre, même si on arrive un peu tard, ça reste nécessaire de monter en gamme notre aide à l'Ukraine? Oui, en tout cas de la calibrer. Il y a quand même un effort de calibrage qui est là depuis le début. Alors peut-être avec des retards, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est très réfléchi. On se demande jusqu'où il faut aller, avec cette peur de l'escalade. Si la Russie n'était pas une puissance nucléaire, on serait rentré en guerre contre la Russie. Oui. C'est ce qui s'est passé dans la guerre de Crimée au XIXe siècle, parce que la Russie s'étendait trop vers les détroits. Et donc, et quand la Serbie a menacé d'une épuration ethnique, l'OTAN lui a fait la guerre. Oui. Donc, mais là, vous dites c'est pas possible. Après qu'elle l'ait faite, l'épuration ethnique, quand même. Après plusieurs années d'épuration. Je parle du Après, Kosovo. bah oui, ils ont quand même vidé d'abord. Donc le Kosovo, il y a eu une opération de guerre. On ne peut pas bombarder. On peut pas agir. Russie. On peut pas agir dans ce dossier stratégique avec la Russie comme on a agi avec la Serbie. Avec des puissances non nucléaires, en gros. Voilà, on peut pas entrer en guerre, avoir une confrontation directe, avoir une escalade directe. La Russie est une puissance nucléaire. Donc c'est une ligne de base de l'analyse et de tout ce qu'on peut faire. Mais alors donc, quand la Russie nous il faut aider désigne l'Ukraine à se défendre. Aider l'Ukraine, dans la mesure du possible, à retrouver le maximum du contrôle de son territoire et de pouvoir négocier en position de force. C'est ça la stratégie occidentale. Alors évidemment, avec des ajustements entre les différents acteurs. Mais quand la Russie nous désigne comme belligérants et considère dans ses déclarations publiques que le Kremlin dit la France, en fait, c'est une cible légitime dorénavant, etc. Finalement, il suffit qu'une des deux parties décide que vous êtes belligérant pour l'être. Oui, mais bon, la France répond qu'on n'est pas en guerre avec la Russie. Donc on conteste cette lecture. Pour le moment, ça ne change rien. C'est-à-dire simplement, Poutine a dit s'il y a des Français ou des instructeurs français, ils pourraient être éventuellement la cible d'attaques russes. Il faut 15 à 20 brigades. Il faut mettre sur pied. L'Ukraine a besoin de mettre sur pied 15 à 20 brigades de 4 000 à 5 000 hommes. La France propose de prendre en charge l'une d'entre elles. Mais on fait déjà de la formation. L'Union européenne a déjà formé, je crois, 40 000 soldats ukrainiens. Donc il y a déjà de la formation qui existe. Et simplement, ça se fait en dehors du territoire ukrainien. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est si on veut le faire directement sur le territoire ukrainien. Ce qu'a proposé le président de la République. Voilà. Mais donc il y a... Et qu'il ne met pas en œuvre maintenant parce qu'il ne veut pas le faire tout seul et qu'il essaye de monter une coalition. Voilà. Mais c'est quand même dans les tuyaux, comme on dit, ce projet. En tout cas, c'est en réflexion, oui. Oui. La France a formé 10 000 hommes, Patrick ça fait l'équivalent de brigades, mais elle les a là, formés aux frontières de l'Ukraine essentiellement, en Pologne, en Roumanie et un peu en France. Là, il s'agit de la mettre sur pied, de l'entraîner, de l'équiper. De l'entraîner de sur l'armée. place. C'est plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, me semble-t-il. On a fait de la formation, de l'entraînement, n'est-ce pas ? Oui, et il s'agit aussi, je pense, de les accompagner un peu sur le terrain. C'est-à-dire que c'est de la formation en temps réel. En réalité, il y a une partie de la formation qui se fait avant qu'on envoie les gens au combat, et une autre partie qui est de l'accompagnement. Et donc on n'est pas seulement dans l'entraînement. Mais le problème, c'est le recrutement. Cyril l'a constaté sur place. Oui, il y a un problème de recrutement, il y a un problème de rapidité de l'aide. Est-ce que côté ukrainien, c'est vraiment, il y a une forme de désespérance à voir les choses bouger aussi lentement côté occidental ? Il y a beaucoup d'amertume. Pour l'instant, il n'y a pas de désespoir. Encore une fois, les soldats continuent de faire leur travail. Ils sont encadrés dans cette perspective. Mais il y a beaucoup d'amertume. Et puis, en même temps, je pense que les Ukrainiens voient que le désarroi, la détresse qu'on constate sur le terrain contribue sans doute à expliquer le petit coup d'accélérateur de l'aide occidentale qui est en train d'être décidé là. Donc, il s'agit là d'un équilibre subtil. Mais oui,
ils se sentent seuls et ils ont le sentiment que la situation leur échappe, c'est certain. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est à quel moment le point de bascule entre la détermination des Occidentaux à aider les Ukrainiens dans leur combat contre la Russie ou à les encourager à négocier avec la Russie pour essayer de limiter les dégâts. Vous le voyez où, ce point de bascule, Maxime Lefebvre ? Moi, je ne le vois pas encore aujourd'hui, parce que pour le moment, il y a une détermination des Occidentaux à soutenir l'Ukraine face à Poutine qui a franchi le Rubicon en agressant l'Ukraine. Donc, je ne vois pas très bien aujourd'hui comment on négocierait. L'Ukraine n'est pas en position de force, et en tout cas n'a pas reconquis les territoires, donc il n'est pas encore en position. Et vous ne ressentez pas, côté occidental, cette velléité d'encourager l'Ukraine à discuter avec la Russie ? Il y a toujours parfois des petites musiques, des calculs, des réflexions, tout est possible. Mais ça me paraît quand même compliqué aujourd'hui de forcer la main à l'Ukraine pour faire un cessez-le-feu qui va ratifier l'occupation d'une partie du territoire par la Russie. Isabelle Lasserre ? Oui, tout à fait. D'abord parce que l'Union européenne s'est promise qu'elle soutiendrait les négociations ukrainiennes, d'abord si ça venait de l'Ukraine elle-même, et Zelensky n'a pas formulé cette phrase pour l'instant, et ensuite il faut que l'Ukraine soit en position de force. Mais je dirais autre chose, c'est que toutes les initiatives, toutes les velléités de négocier de certaines capitales occidentales ou de certains courants politiques tombent dans le vide aujourd'hui, et elles tomberont dans le vide au moins, en tout cas, jusqu'au mois de novembre. Parce que de toute façon, même si les Ukrainiens... Vous faites allusion à l'élection américaine. Oui, même si les Ukrainiens voulaient négocier aujourd'hui, en face, la Russie ne veut pas négocier pour deux raisons. D'abord que pour l'instant, elle a l'avantage sur le terrain, donc elle ne va pas arrêter maintenant. Et la deuxième solution, Vladimir Poutine mise sur une élection de Donald Trump, donc il ne va rien se passer au niveau négociation. C'est totalement gelé, en tout cas jusqu'au mois de novembre. Et après, on verra. Mais il ne peut rien se passer. Il y a une deuxième incertitude qui vient de s'ajouter à celle de Donald Trump, c'est la situation politique en France. Quand même, la France est le premier soutien de l'Ukraine en Europe, où s'affiche comme tel. Le sera-t-elle le mois prochain? Il se passe quelque chose en France? J'ai raté quelque chose. Il paraît. Et donc, on voit bien que si on a une cohabitation avec le Rassemblement national, ça va devenir très compliqué. Certes, le chef de l'État a à la main le domaine réservé de la défense et de la politique étrangère, mais une cohabitation dure avec le RN, avec un mouvement qui a plutôt des tendances pro-russes et qui ne soutient pas l'Ukraine comme le fait le chef de l'État, ça va devenir compliqué pour le chef de l'État d'imposer sa volonté. Et donc c'est une incertitude supplémentaire. Écoutez, le chef de l'État, puisqu'il a parlé de l'Ukraine le 6 juin dernier, le jour des commémorations du débarquement, et il a défini sa notion de la paix entre l'Ukraine et la Russie. On va l'écouter. Veut la paix, et nous nous battons depuis le premier jour pour la paix. Mais il faut être d'abord tout de suite clair, la paix, ça ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. J'entends beaucoup de gens qui disent « faisons la paix, ça s'arrête là où c'est, puis les Ukrainiens ont qu'à se mettre d'accord. Le président Poutine a dit qu'il était d'accord. » Ça, c'est la capitulation. Et ça n'est pas une paix durable, parce que c'est une paix qui reconnaîtrait le fait accompli, la loi du plus fort. Et le jour d'après, elle nous met tous en danger. Parce que qui dit que la Russie s'arrêtera là? Nous sommes sûrs du contraire. Alors, une paix qui ne soit pas une capitulation. Là, on a cette grande conférence qui va se tenir à... J'ai noté le nom parce que... Bürgenstock, dans les Alpes suisses, au centre du pays, près de Lucerne, à la demande des Ukrainiens. Quel sens a cette conférence de paix sans la présence de la Russie, sans la présence de la Chine qui même fait du lobbying contre la participation d'un certain nombre de pays du Sud global à cette conférence? Pourquoi les Ukrainiens ont-ils demandé cette réunion, Isabelle Lasserre? D'abord, il y a deux buts à cette conférence imparfaite qui ne donnera rien. Le premier est pour les Ukrainiens de réaffirmer leur volonté de finir cette guerre par une paix
parce que certains font semblant d'en douter, mais Volodymyr Zelensky a déjà édicté un plan de paix, etc. Le jour où la paix lui est favorable, il veut la signer le lendemain. Enfin, tout le monde veut la paix, même les Ukrainiens. Donc il se présente, il reprend un peu d'initiative diplomatique en étant présent sur le terrain du cessez-le-feu et de la paix. Et ensuite, il s'agit de ressouder le camp occidental derrière l'Ukraine et de réassurer l'Ukraine du soutien occidental. Alors, le problème, c'est que quand il manque l'autre partie, ça peut rien donner. Et là, encore une fois, on voit cette division du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir les Occidentaux qui vont soutenir l'Ukraine à Genève, et d'un autre côté, la Chine, la Russie et tous leurs alliés du Sud global, en gros, qui, en fait, soit ont des initiatives concurrentes, soit boycottent cette conférence de paix, dont il ne pourra rien sortir. Votre avis, Maxime Lefebvre ? Oui, je suis assez d'accord. En fait, c'est plutôt un sommet pour l'Ukraine, pour la victoire de l'Ukraine. Un sommet de soutien à l'Ukraine, voilà. D'affichage. Pour la victoire de l'Ukraine, et le plan de paix de l'Ukraine, c'est ses objectifs de victoire en réalité. Oui, mais ce n'est pas un sommet militaire non plus. Ça n'est pas non plus un sommet militaire, ce n'est pas un sommet où on va promettre une aide militaire accrue. Par contre, si on peut ajouter ça, il y a quand même un enjeu de savoir qui va venir. Et donc, je ne sais pas, j'ai entendu par exemple que peut-être le Premier ministre indien pourrait venir. Normalement, ça, c'est évidemment un élément positif pour l'Ukraine, pour la position occidentale. Il n'y aura pas Joe Biden qui sera représenté par Kamala Harris. Oui. Donc déjà, la vice-présidente. Ça baisse quand même de... Oui. Ça baisse de niveau. Mais on dit qu'il y aura Macron et Scholz. Enfin, il y aura quand même, c'est comme quand le président avait fait une réunion de soutien à l'Ukraine à l'Élysée au mois de février. Bon, c'est important pour la photo, c'est important pour la mobilisation. Mais qu'est-ce que l'Ukraine a gagné ? Et je ne sais pas, peut-être qu'à Kiev, vous avez entendu parler de cette conférence. Qu'en attendent les responsables ukrainiens, Cyril Louis ? Je pense que les responsables ukrainiens sont conscients maintenant que ça ne donnera pas grand-chose de concret. Je crois qu'il y a quelques mois, quand l'idée a été lancée, Zelensky espérait vaguement pouvoir peut-être intéresser la Chine il s'agissait d'isoler la Russie en réalité sur la scène internationale. Donc conforter l'isolement de la Russie. Ils ont maintenant pris totalement conscience que ça fonctionnait pas, que c'était pas au programme, et donc ils n'en attendent pas grand-chose. Ce dont j'ai entendu parler, et ça m'a semblé nouveau, c'est cette idée que pour l'Ukraine, ce qui est peut-être maintenant la meilleure issue désirable à court et moyen terme, ce serait un cessez-le-feu qui serait conforté de manière très robuste par les alliés occidentaux de l'Ukraine. C'est pourquoi les Ukrainiens demandent que des plans d'aide puissent s'inscrire dans une longue durée. C'est pourquoi ils se disent maintenant ouverts à ce que des pays comme la France déploient des formateurs et plus si affinité sur le territoire ukrainien, pas tant parce qu'ils souhaitent voir ces pays prendre part à la guerre contre la Russie que parce qu'ils pensent qu'une présence militaire étrangère, européenne ou autre, pourrait constituer une espèce de parapluie, de protection contre les territoires que l'Ukraine arriverait, le cas échéant, à conserver dans le cadre d'un cessez-le-feu. Mais encore une fois, ça a quelque chose d'éminemment virtuel dès lors que la Russie exprime pour l'instant aucun intérêt et aucun appétit pour des négociations qui aboutiraient à un tel cessez-le-feu. La Russie a qualifié cette conférence d'absurde et futile. Patrick Saint-Paul. Oui, évidemment, du point de vue des Russes, elle est absurde et futile. Mais ils ne seront sûrement pas contre. Il y a un projet de contre-sommet ourdi par la Chine et le Brésil. Évidemment, parce que le but, comme on le disait, c'est le but des Ukrainiens, c'était de tenter de créer une coalition autour de leur projet pour isoler la Russie ou montrer à la Russie qu'en fait tout le monde était derrière les efforts de paix et qu'il fallait qu'elle fasse un effort. Et on voit bien que le contre-sommet de ce nouvel axe, et on l'a vu déjà à Saint-Pétersbourg avec le Davos à la russe, c'est que cette coalition de la Russie avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, c'est tous les jours, c'est une coalition qui se renforce de plus en plus, et c'est de plus en plus solide, et on essaie d'agréger autour de ces pays, des pays du Sud global, et il faut dire que pour un certain nombre de pays,
l'offre proposée par l'axe sino-russe est plus attractif que celui proposé par les Occidentaux, qui faisait sans cesse la morale, qui assortissait l'aide de conditions sur la bonne gouvernance, sur la démocratie. Et là, en réalité, c'est open bar pour un certain nombre d'autocraties qui voient dans ces alliances une alternative beaucoup plus intéressante à leur ancien partenariat avec les Occidentaux. Donc, si je peux rajouter juste une phrase, je pense même que, en fait, d'une certaine manière, ce sommet peut être contre-productif parce qu'il montrera de manière flagrante que, en fait, il n'y a que la moitié du monde qui soutient l'Ukraine, quoi. Et encore. Et encore. Et que, une centaine de pays. Et que plus personne, quasiment, ne pense comme l'Occident. C'est-à-dire que les valeurs dont on disait qu'elles étaient universelles ne sont pas considérées comme des valeurs universelles, mais comme des valeurs occidentales. Et ça montrera, ça va encore renforcer, en fait, la division du monde et cette espèce de gouffre qui le sépare et qui se noue aujourd'hui autour de l'Ukraine. Alors, je veux quand même vous signaler que nos amis suisses sont plein d'espoir pour cette grande conférence, qui est qualifiée dans le journal Blick comme l'une des plus grandes aventures de politique étrangère de l'histoire suisse. Je cite. Et ils nous disent que ce processus doit donner une impulsion au processus de paix et définir les étapes qui mèneront à ce processus. Ça peut être quoi les étapes vers un processus pour établir les conditions, du moins, d'une négociation entre l'Ukraine et la Russie? C'est quoi ces conditions, selon vous, Maxime Lefebvre? Je pense que vous avez, Cyril Louis a mis le doigt sur un élément important, à mon avis, qui est que si on devait effectivement aller vers un cessez-le-feu à un moment donné, on estime qu'aucun des camps n'est capable de remporter militairement la bataille, etc. Même les Ukrainiens de reconquérir. À ce moment-là, c'est très important, je pense, pour l'Ukraine de penser à sa sécurité après ce cessez-le-feu. Parce qu'effectivement, si ce que le dit le président de la République, effectivement, la Russie va recommencer après, il faut trouver des moyens de garantie. Alors pour le moment, les seules garanties qu'on ait vis-à-vis de l'Ukraine, c'est la promesse de l'aider. On a fait des accords bilatéraux en ce sens, mais c'est pas beaucoup, de donner des armes, etc., de continuer à la soutenir. Bon. Et puis, il y aurait éventuellement l'entrée dans l'OTAN. Mais l'entrée dans l'OTAN, c'est très compliqué, parce que d'ailleurs les Américains ont été très prudents dans l'année dernière. Je ne sais pas s'ils seront beaucoup plus, engagés cette année en plus campagne électorale. Donc si c'est pas possible de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, est-ce qu'il y a un autre type de garantie de sécurité qui pourrait passer effectivement par des stationnements de troupes? Ça, à mon avis, c'est un élément auquel il faudrait peut-être réfléchir. En fait, ce que pour vous ce qui est du décrivez... processus diplomatique lui-même, là, on est une réunion avec l'Ukraine, donc ce n'est pas une réunion avec la Russie. Donc si on veut mettre en place une médiation, commencer à discuter, tâter le terrain, etc., ça doit se faire autrement que seulement en discutant avec l'Ukraine. Alors apparemment, les Ukrainiens espèrent verrouiller, si je puis dire, 3 dossiers et avoir la communauté internationale de leur côté sur 3 dossiers, la navigation en mer Noire, les frappes contre des infrastructures énergétiques et le retour des enfants déportés par les Russes. Il semblerait que si au moins cette conférence en Suisse débouche sur un consensus sur ces 3 points, à savoir préserver la navigation en mer Noire, vous avez travaillé sur le sujet, Cyril Louis, l'interdiction de bombarder ou un accord pour ne pas bombarder les infrastructures énergétiques et le retour des enfants déportés, déjà, ils estimeraient avoir obtenu quelque chose. Vous en pensez quoi? Le retour de la liberté de navigation en mer Noire, je pense que c'est vraiment un point que les Ukrainiens mettent en avant pour essayer d'arrimer, si possible, une partie des pays du Sud global, notamment d'Afrique et du Moyen-Orient, qui sont très dépendants du grain ukrainien et dans lesquels il y a eu une véritable crainte au tout début de la guerre quand le transit maritime a été complètement interrompu. En même temps, c'est un peu rhétorique parce qu'en réalité, les Ukrainiens, depuis plusieurs mois, ont réussi à rétablir une partie non négligeable de leur trafic maritime en repoussant la flotte russe assez loin de leurs côtes grâce notamment
à leurs drones navals et puis à des frappes de missiles. Et donc on a maintenant plusieurs dizaines de navires qui quittent chaque semaine les ports d'Odessa et de sa région et qui longent les côtes roumaines, bulgares pour rejoindre les détroits du Bosphore. La question des enfants kidnappés par la Russie, si je puis dire, ça ne mange pas de pain parce que personne ne peut s'y opposer. C'est assez... on ne voit pas qui, à part la Russie, pourrait s'opposer à une telle demande, même si on ne voit pas bien comment concrètement elle peut être mise en œuvre. La question des frappes sur les infrastructures énergétiques, alors elle est de plus en plus cruciale pour les Ukrainiens. On n'en a pas énormément parlé, mais ces dernières semaines, les Russes ont redoublé la violence et l'intensité de leurs frappes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne. Il y a aujourd'hui, dans une ville comme Kiev, 4 à 6 heures d'électricité par jour et le reste du temps, les habitants doivent se débrouiller en s'organisant ou avec des groupes électrogènes. Et les Ukrainiens disent maintenant que si on ne trouve pas une solution rapidement à ce problème, ça va être très difficile, voire impossible de passer un 3e hiver. Oui. Les 2 premiers, c'était pas simple, mais avec un tissu d'infrastructures énergétiques assez vaste, ils ont réussi à jongler, à se débrouiller bon an mal an. Là, ils savent vraiment pas comment ils vont pouvoir faire pour passer ce 3e hiver. Et donc, ce serait crucial pour eux d'arriver à... Mais même s'ils obtiennent un consensus sur ces points-là, on imagine mal que la Russie lui prête la moindre attention. Non, tout à fait. Mais ça dépend de la volonté des Russes, oui. Oui. Et pour l'instant, à la fois les enfants et les infrastructures énergétiques sont des moyens de pression pour casser le moral des Ukrainiens. Oui. Et donc, jusqu'à la fin de leur offensive... De printemps qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'automne, il ne se passera rien de ce côté-là pour les Russes, puisqu'ils vont tenter de jouer leur avantage sur le terrain aussi loin que possible et de voir jusqu'où ils peuvent aller pour ensuite arriver éventuellement en position de force à des négociations. Et d'ici là, les enfants et les infrastructures énergétiques, ça ne bougera pas puisque c'est un moyen de pression pour faire craquer les Ukrainiens. Donc ils n'ont pas intérêt à lâcher là-dessus. Mais les Ukrainiens ont quand même réussi à allumer un contre-feu. C'est-à-dire qu'avec des drones, ils réussissent à s'en prendre par exemple aux raffineries russes. Donc il y a quand même un petit jeu là-dedans. Bien moindre, semble-t-il. Alors évidemment, ça fait peut-être moins de mal à l'économie russe ou à la population russe que les attaques, que les missiles russes en Ukraine. Mais il y a quand même un élément un peu d'équilibre dans ce domaine-là. Maintenant, encore une fois, ce sont des exigences ukrainiennes qui vont être discutées dans ce sommet, mais ça ne va pas être vous voyez, des éléments de négociation ou d'accord possible avec les Russes. Moi, je pense qu'en termes de diplomatie, il y a un rendez-vous qu'il faudra, à mon avis, bien surveiller, c'est le sommet du G20 qui va avoir lieu en novembre, et c'est le Brésil qui préside le G20, qui sera justement apparemment pas à la réunion en Suisse, parce que c'est là, le G20, où il peut y avoir de vraies discussions entre toutes les parties. Et ça, effectivement, au lendemain de l'élection américaine, il faut regarder si quelque chose bouge ou pas. D'accord. Quand Volodymyr Zelensky était en France là, pour les commémorations du débarquement, il a parlé à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale et ailleurs de se rapprocher d'une paix juste. C'est quoi dans l'esprit de Zelensky une paix juste, Isabelle Lasserre? Alors, je ne suis pas dans la tête de Volodymyr Zelensky. Tout ce que je sais, c'est que de la même manière que les militaires se doivent de préparer absolument tous les scénarios militaires, les grands leaders politiques doivent aussi penser à tout. Et il y a des discussions à ce niveau-là chez les Ukrainiens. Une paix juste, c'est une paix que le peuple ukrainien pourrait accepter. Si on la traduit concrètement dans ce que ça peut signifier, ça pourrait un jour signifier, encore là je veux vraiment faire de la politique fiction, parce que je pense qu'il ne se passera rien avant novembre. Oui, mais c'est Zelensky qui en parle, et de plus en plus souvent. Ça pourrait être, par exemple, un abandon du Donbass à la Russie, en échange d'une protection... ça, pour vous, ça serait une paix juste ou ça serait un accord provisoire? Il faudrait que si l'Ukraine n'arrive pas à récupérer tous ces territoires et que les Occidentaux ne veulent pas monter le niveau d'armes suffisamment haut pour pouvoir lui permettre de gagner les territoires qui lui appartiennent,
en tout cas dans l'immédiat, parce que, vous savez, la France n'avait pas reconnu l'annexion des pays baltes par l'Union soviétique. Hein. Oui. Puis aujourd'hui, ils sont dépendants. Donc les choses peuvent aussi pouvoir changer, je ne sais pas, dans 30 ou Quelques dans 40 ans. décennies. Il faudrait que l'Ukraine y gagne. Et ce qu'elle pourrait gagner, c'est un basculement dans la sphère européenne et occidentale avec une véritable garantie de sécurité qui ne soit pas, en fait, cet accord de papier déchiré qui s'appelle le mémorandum de Budapest et qui devait garantir à l'Ukraine son intégrité territoriale et sa sécurité en échange du fait qu'elle rende les armes nucléaires à l'époque soviétique. Mais c'était juste un Là, on parle de mémorandum. 94. Un mémorandum, donc personne ne s'est senti obligé en fait de le respecter. Donc ça, une sécurité pour l'Ukraine, c'est soit l'OTAN va dans l'Ukraine, soit l'Ukraine va dans l'OTAN. Pour l'instant, les États-Unis ont dit absolument non. Quant aux Français, ils disent oui, mais quand on les interroge vraiment un peu plus, on dit oui parce que de toute façon on sait que Washington va dire non. Les Allemands, c'est non. Donc il n'y a pas d'entrée pour l'instant de l'Ukraine dans l'OTAN. Maintenant, il y a une solution qui consiste à accélérer l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne et de booster un petit peu les articles européens qui permettent aussi normalement de défendre notamment l'article... Oui, l'article 42.7. 42.7. Qui est même plus automatique que l'article 5 de l'OTAN. Voilà, donc à mon avis, ça paraît plus réaliste. Oui. Mais tout ça va lentement. Oui, et c'est quand même des En fait, projets il y a un manque de volonté politique, en fait. Et il y a des retournements, en plus, des pouvoirs européens. Cyril Louis, est-ce qu'au niveau des dirigeants ukrainiens, est-ce qu'on commence à préparer l'opinion, un petit peu, à la possibilité d'être dans une impasse militaire, de devoir négocier, peut-être pas en position de force? Oui, alors pas Volodymyr Zelensky lui-même, ni ses ministres, mais il y a des gens dans leur entourage, des chercheurs, qui commencent à formuler des plans. Je vous parlais tout à l'heure de cette idée d'essayer d'arrimer le soutien et d'inscrire dans la durée le soutien occidental, soit sous forme d'aide militaire accrue et renforcée, soit sous forme de présence militaire sur le territoire ukrainien. Et ça vise manifestement à rassurer les très nombreux Ukrainiens qui ont peur que demain ou après-demain, un cessez-le-feu soit immédiatement déchiré et violé par la Russie. Isabelle parlait à l'instant du mémorandum de Budapest et il y a un fort traumatisme lié à cette promesse foulée aux pieds. Il y a aussi un fort traumatisme lié aux accords de Minsk dont les Ukrainiens espéraient qu'il leur offrirait une protection des Occidentaux. Les accords de Minsk, c'était 2014, après l'annexion de la Crimée, et les Français et les Allemands faisant la médiation d'engager une diplomatique. médiation, et donc les Ukrainiens espéraient et pensaient que tant que cette médiation durerait, Vladimir Poutine n'oserait pas envahir l'Ukraine. On a bien vu ce qu'il en était devenu en février 2022. Et donc oui, manifestement, il y a des gens à Kiev qui commencent à dire aux Occidentaux, si vous voulez qu'on vende à notre opinion publique l'idée d'un cessez-le-feu dans quelques mois ou l'année prochaine, il faut que vous nous offriez les garanties de nature à rassurer le public sur le fait que la Russie ne violera pas cet accord après-demain. Et je pense qu'en effet, ce sera très difficile de rassurer la population ukrainienne. Et en partie les soldats, pardon Patrick, les soldats, les familles de soldats qui se battent depuis 2 ans sur le front, qui ont perdu des proches en un très très grand nombre et qui vont probablement être difficiles à convaincre qu'il est opportun, après tous ces sacrifices, en même temps, ce sont peut-être eux qui sont le plus épuisés aussi. Donc, Patrick Saint-Paul. Dans le Zelensky, pour rassurer l'opinion, il faut des outils
Et l'un des problèmes de Zelensky, c'est qu'il a un certain génie dans la communication avec les Occidentaux. Et tout après l'invasion du 24 février 2022, il a été très très fort pour mobiliser les Occidentaux. Mais sur le plan intérieur, ça a été catastrophique. Il a instauré une espèce de journal télévisé unique diffusé en continu qui s'appelle le Télémarathon et dont les Ukrainiens ne peuvent plus, ils ne s'informent plus par ce canal. Et donc il a complètement mis tous les médias au pas, il n'y a plus vraiment de liberté de la presse en Ukraine, et c'est un gros problème quand un gouvernement veut communiquer avec une population et la convaincre et rétablir la confiance. Le télémarathon, on en parle tout le temps sur le front, tous les soldats disent, ils appellent ça des toilettes ou qui déversent de la merde sur les citoyens. Ils parlent comme ça sur le front et ils disent qu'en fait ils sont intoxiqués par cette matière, et donc il y a un problème de confiance aussi entre Zelensky et les élites et le peuple et les soldats qui sont sur le front, qui sont extrêmement amers contre ce gouvernement et qui disent que pas pour l'aide militaire, mais et c'est l'opposition ukrainienne qui le dit aussi, mais que pour l'aide financière, l'Union européenne devrait assortir son aide d'obligation de respecter certains des critères d'adhésion à l'Union européenne. Et rappelons pour préparer l'entrée de l'Ukraine à l'Union européenne. Il y a une décision qui doit être prise fin juin, d'ouvrir ou pas les discussions avec l'Ukraine. Un point sur lequel je voudrais revenir, le président de la République, dans l'intervention qu'on a entendue, dit tout le monde sait que Vladimir Poutine est prêt à geler les lignes de front. Est-ce qu'on est si sûr que ça, que Poutine soit d'accord pour geler les lignes de front là où elles sont aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a. D'abord, je pense que ce sera très difficile, à mon avis, de demander aux Ukrainiens de renoncer à leur intégrité territoriale. C'est-à-dire que je pense que dans un élément de négociation... On ne va pas leur demander, mais ils vont peut-être en faire le constat militaire, oui, eux-mêmes. Mais faire un constat qu'on fait un armistice et qu'on gèle des fronts, c'est une chose. Dire qu'on abandonne des territoires qui font partie du territoire national, etc., c'est une... De jure, ils ne vont pas le faire. Ça, et mon avis, voilà. Donc ça, c'est quand même un premier élément qui, dans une négociation éventuelle, sera forcément une ligne rouge du point de vue ukrainien. Ensuite, les Ukrainiens, ils ont besoin d'une garantie de sécurité pour le reste du territoire qu'ils contrôlent, effectivement, contre le risque d'une nouvelle offensive russe. Donc ça effectivement, c'est un gros sujet. Mais en même temps, si on se met dans la tête des Russes, les Russes, ils n'ont pas forcément envie d'arrêter le combat si c'est pour se retrouver avec des troupes de l'OTAN de l'autre côté. Donc, comment est-ce qu'on gère un peu ça, cette situation ? Donc, à mon avis, il y aura un besoin à un moment donné de traiter cette question-là. C'est-à-dire qu'à un moment de faiblesse, peut-être à un certain niveau de faiblesse de l'armée ukrainienne, elle a intérêt elle-même à un cessez-le-feu qui lui permettrait de se renforcer dans l'intervalle. Oui, mais je pense que le cessez-le-feu, ce sera le produit d'une situation bloquée sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'aucune force n'est en mesure de l'emporter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Ukrainiens étaient plutôt à l'avantage l'an dernier, mais ils n'ont pas réussi leur offensive. Aujourd'hui, on constate que c'est plutôt les Russes qui sont en position de force, mais qui n'arrivent pas non plus à percer. Donc, on est dans un équilibre, on est dans une guerre d'attrition. Si à un moment donné, on se dit on va basculer dans un scénario diplomatique, un scénario où on peut envisager un cessez-le-feu, il faut voir ce qui accompagne le cessez-le-feu. Et là, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de lignes rouges et de difficultés pour chacune des parties. Et je ne suis pas sûr qu'effectivement, dans les prochaines semaines, on avance beaucoup par rapport à cette question. Une question sur l'inculpation, enfin les demandes de mandat d'arrêt de la CPI. Est-ce que c'est un obstacle supplémentaire à une démarche diplomatique parce que Poutine risque de se faire arrêter dans pas mal de pays s'il sort de... Alors, on n'a pas besoin que Poutine voyage pour signer un accord, ça peut se signer au niveau des ministres des Affaires étrangères, etc. Donc en soi, ce n'est pas forcément un inconvénient, mais c'est clair que derrière ça, il y a le problème de l'inculpation de Poutine dans la Cour pénale, et puis il y a le problème général de la confiance avec Poutine. C'est-à-dire comment est-ce que vous reconstruisez un processus, vous voyez, y compris un processus de paix, trouver des solutions, etc., avec Poutine. Moi, personnellement, j'ai un peu tendance à penser que cette guerre risque de durer aussi longtemps que Poutine est là, en fait. Mais ce que vous êtes en train de me décrire les uns les autres, c'est une double impasse militaire et diplomatique. C'est ce qu'on vit depuis Isabelle 2 ans. Lasserre.
Oui, c'est ce qu'on vit depuis 2 ans. Donc, Oui, mais enfin, on n'a pas vraiment testé non plus la voie diplomatique. Un tout petit peu au début, puisque... Ah bah si, on n'a fait que ça, tester la voie diplomatique. Ça a été la politique de Macron 7 jours sur 7 pendant toute la première année de son mandat. Ça n'a absolument rien donné. Ça a été la première initiative de Volodymyr Zelensky. C'est quand il voulait garder le dialogue avec Poutine, maintenir le dialogue avec Poutine. Vladimir Poutine. Mais on parle de Ukraine-Russie. Ukraine-Russie, pareil. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky, au tout début, était prêt à un arrêt des combats et à négocier avec la Russie. Donc en fait, c'est l'impossibilité de la diplomatie avec la Russie qui a fait que en fait, la force s'est imposée jusque-là. Le problème, c'est on peut toujours dire Vladimir Poutine pourra s'arrêter, etc. Ce n'est jamais ce qu'il a fait. Et aujourd'hui même, on le remarque en Géorgie, où il a à nouveau, par des moyens... parce que la guerre n'est jamais la première solution de Vladimir Poutine. Il saisit les opportunités qui s'offrent à lui, mais quand il peut réussir avec le soft bad power, il le fait. C'est-à-dire en quand français, il peut... dans le texte. Excusez-moi, je viens de l'inventer, mais quand il peut mettre, en fait, ses marionnettes à la place dans les capitales des anciennes républiques soviétiques et les diriger comme ça, il préfère que d'avoir à les envahir, les faire tomber comme ça. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire en Géorgie, en train d'essayer de refaire basculer la petite Géorgie dans le giron russe. Donc on voit bien en ce moment qu'il n'a absolument renoncé à aucun de ses objectifs qu'il a maintes fois énoncés depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Mais il nous reste 1 minute 30. Si on est dans une double impasse diplomatique et militaire, est-ce que tout de même l'impasse diplomatique n'est pas plus facile à surmonter que l'impasse militaire ? Maxime Lefebvre. Puisqu'après tout, il suffit d'être un peu créatif, un peu inventif, un peu politique. Oui, mais les deux sont liés, et puis après, ça dépend de la volonté des Ukrainiens eux-mêmes, de la Russie, la volonté des Ukrainiens eux-mêmes. Vous sentez une volonté de... Il y a une lassitude de tester la diplomatie, Cyril Houy. Je sens une volonté de créer une situation militaire aussi favorable que possible pour conforter la posture de l'Ukraine dans un éventuel processus. Donc malgré cet effort d'une conférence de paix, entre guillemets, en Suisse, à la fin de la semaine, le militaire reste la priorité de Kiev. Ah bah oui, je crois, oui. Patrick Saint-Paul, le mot de la fin. La diplomatie avec la Russie depuis 2008, à chaque invasion ou offensive russe, on discute avec les Russes. Et on voit que pour les Russes, ils voient ça comme un moyen de gagner du temps pour revenir plus tard. S'ils n'y arrivent pas par d'autres moyens à parvenir à leur but, ils utilisent le temps pour se renforcer. Tous les accords diplomatiques avec la Russie ont été déchirés par le Kremlin. L'accord de 2008 en Géorgie, les accords de Minsk, absolument tout. Donc si vous deviez conseiller une marche à suivre à Volodymyr Zelensky, prendre son téléphone pour appeler Vladimir Poutine, ou c'est pas la peine? Mais non, ça ne sert à rien. Bon. Tenir. Voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro International. Très bonne semaine à tous.